Ça y est, vous êtes prêt à y aller. Vous nous dites ce soir, plus rien ne m'empêchera d'aller jusqu'au bout. Non, d'abord, je me réjouis d'avoir gagné cette élection. Je sais qu'on passe vite à la suite, mais cette élection, pour moi, ça n'était pas rien. C'était mon ancrage politique dans la ville que j'aime, dans la ville dans laquelle je suis maire depuis 2010. Et pouvoir expliquer aux Havraises et aux Havrais ce que je voulais faire dans le détail pendant les 6 ans qui viennent, quartier par quartier, sujet par sujet, ça a compté beaucoup pour moi. J'ajoute que la campagne électorale des municipales est une campagne d'hyper-proximité. Et écouter les Havraises et les Havrais, en ce moment, entendre les questions qu'ils posent réellement, qui sont parfois très différentes de celles qu'on évoque, et je le dis très doucement, mais néanmoins très sincèrement, très différentes des questions qu'on évoque parfois sur les plateaux de télévision à Paris. C'est extrêmement instructif et c'est extrêmement précieux. Et vous-même, vous vous êtes projeté dans 2027 dans votre discours, dimanche soir. Au bout d'1 minute 30, je crois, vous parlez tout de suite de 2027. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que là, vous êtes prêt à y aller? Est-ce que vous dites aux Français qui vous écoutent, ça y est, plus rien ne pourra m'empêcher d'aller jusqu'au bout? J'ai indiqué il y a déjà plus de 2 ans que je me préparais à cette échéance. Je l'ai dit avant les élections municipales, pour ne prendre aucune Havraise ou aucun Havrais en traître, parce qu'il vaut mieux dire les choses. Et c'est un fait que je me prépare pour cette élection présidentielle. Je le fais avec beaucoup de détermination, mais beaucoup d'humilité. Parce que pour proposer un projet aux Français, il faut d'abord les écouter. Il faut comprendre la réalité des sujets, des attentes, des espérances, des colères, des déceptions. Et puis imaginer quelque chose qui ne sera pas simplement la reproduction de ce qui a toujours été. Je pense que notre pays est un moment où il a besoin de transformations, j'ai dit massives, et je le crois sincèrement. Et le programme, c'est pour quand? Pour qu'on ait une idée du calendrier, ce sera avant l'été? Progressivement. Vous savez, je connais trop de candidats qui arrivaient tard dans la campagne et n'avaient plus grand-chose à dire. Et donc, moi, je veux prendre mon temps. Et on vit dans un monde d'immédiateté. Parfois, dans les entretiens journalistiques, on a besoin tout de suite du scoop, de la reprise, ce que je comprends très bien. Je vois très bien le monde tel qu'il est. Je ne suis pas sûr que ce soit ça que les Français attendent. J'ai même l'impression inverse. Je pense qu'ils ont besoin de projets qui soient mûris, discutés, pensés, polissés, si j'ose dire, afin de pouvoir les mettre en œuvre ensuite. Ils ont aussi envie de savoir, les Français, si vous êtes en campagne, vraiment, si vous avez envie. Certains ont douté de votre envie, du fait que ça vous brûle les tripes, si j'ose dire. Une campagne, c'est féroce, c'est dur, encore plus au moment des réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à entrer dans l'arène? Est-ce que vous avez cette envie, ce feu? Je suis, vous le voyez, Madame Salmé, très calme. Et j'essaie de ne pas parler à tort et à travers. Mais je suis extrêmement déterminé. Je suis rentré dans cette campagne municipale au Havre extrêmement déterminé. Et je l'ai menée de façon très intense. Et le moment venu, j'entrerai dans la campagne présidentielle de façon extrêmement déterminée à servir mon pays. Le moment venu, ça veut dire pas encore maintenant? On y vient tranquillement. Soyez pas impatiente. Moi, c'est pour vous. 2 questions sur les municipales avant de parler de 2027. D'abord, Paris. Rachida Dati a échoué à prendre la capitale alors qu'il y avait, dans les sondages d'opinion, une volonté de changement et d'alternance. Malgré votre soutien, malgré la fusion des listes, le fait que Pierre-Yves Bournazel, votre candidat, refuse d'être sur sa liste, est-ce que vous pensez que ça a contribué à la faire perdre? Écoutez, c'est un choix qu'il a expliqué et que je respecte. Horizon a fait ce qu'il fallait pour à la fois défendre ses idées et ensuite adhérer à cette fusion, comme nous l'avons fait partout ailleurs, parce que nous pensions que l'union de la droite et du centre était une bonne chose. Et voilà, et ensuite les Havrais ont les Parisiens, excusez-moi, j'ai un tropisme havrais, ne m'en veuillez pas, mais les Parisiens ont choisi. Qu'est-ce qui a manqué à Rachida Dati? Comment vous expliquez l'ampleur de sa défaite? Je pense que, d'abord, je l'explique peu, et je pense qu'elle est mieux placée pour expliquer cette élection. Je crois que Madame Dati, Rachida Dati, elle est extrêmement à l'aise quand il s'agit de parler à son électorat, mais qu'elle a aussi, d'une certaine façon, eu du mal à convaincre ceux qui, au fond, avaient envie d'alternance, mais peut-être pas de celle-là. Mais je vais vous dire, je ne suis pas le mieux placé pour expliquer les détails de l'élection parisienne. Je constate le résultat qui est sans appel. À Nice, c'est Éric Ciotti qui l'a emporté face à Christian Estrosi, votre candidat. Vous avez compris la déclaration de Bruno Retailleau 3 jours avant, qui refuse de donner des consignes de vote entre les deux. Est-ce que lui, il porte une part de responsabilité dans la défaite de Christian Estrosi? Malheureusement, je l'ai comprise. Et je crois que tout le monde l'a comprise. Tout le monde a compris qu'il y avait une position formulée par Bruno Retailleau, qui a été répétée le lendemain par M. Bellamy, qui avait été déjà formulée par un autre député européen quelques semaines auparavant.
J'ai aussi remarqué, et j'en suis heureux, que des grandes voix des Républicains, le président Larcher, Michel Barnier, Jean-François Copé, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, ont indiqué qu'il fallait rester sur la ligne qui avait été convenue entre les formations politiques de la droite et du centre, c'est-à-dire une liste d'union, une position d'union. Donc j'ai regretté cette prise de position de Bruno Retailleau, je le lui ai dit d'ailleurs très directement, et voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense que c'est regrettable, et je me permets de dire, je pense que c'est regrettable, mais je pense aussi qu'une certaine gauche qui n'hésite jamais à donner des leçons d'exigence éthique face à l'extrême droite, n'a pas complètement pris ses responsabilités dans cette élection à Nice. Et j'aimerais qu'on le rappelle aussi. Mais vous n'avez pas de problème, du coup, à travailler demain avec Bruno Retailleau, malgré sa décision, écoutez, ses déclarations, ça ne vous pose pas de problème? Je travaille avec Bruno Retailleau, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais j'essaie de faire en sorte que nous puissions nous parler. Ce que je constate, c'est qu'il a réintroduit, en tout cas, il a paru réintroduire un doute sur la ligne tactique, idéologique et politique des Républicains. Elle a été corrigée par le président Larcher et par d'autres. J'espère qu'elle ne bougera plus. Pour vous, l'union des droites, c'est non? Absolument. Moi, je suis partisan du rassemblement, et je vais vous dire, je suis partisan du rassemblement de la droite et du centre. Mais je ne suis pas prisonnier des partis politiques. Et je pense qu'à chaque fois qu'on raisonne, qu'est-ce qu'il faut dire aux membres de tel ou tel parti, on se trompe sur ce que c'est que la politique et sur ce que c'est que la France. Moi, ce que je veux proposer aux Français, c'est un programme massif, large. Et je ne distingue pas entre les Français selon leurs appartenances politiques. Je pense que la logique d'union est toujours bonne, mais que ce qui compte, ce ne sont pas les appareils, c'est le fond. Mais quand on avait Bruno Retailleau hier à votre place, justement, il nous a parlé de sécurité, il nous a parlé de libérer le travail, il nous a parlé de faire la chasse aux normes. En quoi vous parlez différemment? En quoi votre ligne, elle est différente? Mais il y a beaucoup de points sur lesquels on est d'accord. Ouais. Moi, par exemple, je pense que l'accent essentiel qu'il faut donner aujourd'hui à notre pays, c'est la préparation de l'avenir pour la jeunesse. Faire en sorte que les Françaises et les Français qui veulent accueillir un enfant puissent le faire dans de bonnes conditions. Faire en sorte que lorsqu'ils envoient leur enfant à l'école, ils aient la certitude d'avoir confiance et de savoir que leurs enfants peuvent réussir par l'école. De faire en sorte que lorsqu'ils imaginent qu'ils vont avoir un autre enfant et qu'il va falloir changer de logement, ils puissent le faire dans de bonnes conditions. Ce qui m'intéresse, c'est de sauver notre système de santé. Il fonctionne encore, mais il est soumis à des pressions absolument considérables. Ce qui m'intéresse, c'est d'apporter des solutions aux Françaises et aux Français qui disent « le civisme est en train de disparaître, l'autorité est remise en cause et la sécurité n'est pas garantie ». Il faut transformer profondément notre système judiciaire, j'en suis convaincu. Et sur toutes ces questions-là, il y a des réponses à apporter aux Français. En matière d'école, qui est ma priorité numéro 1, j'aurai l'occasion de le faire et de façon massive, croyez-moi. Vous êtes candidat pour 2027, Édouard Philippe. Le problème, c'est que vous n'êtes pas le seul sur votre espace politique. Je le disais, Bruno Retailleau est candidat. C'est pas un problème, Madame Salamé, c'est la démocratie et c'est normal. Mais alors, qui va vous départager? Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Laurent Wauquiez, qui va vous départager? Ou vous estimez que c'est pas grave qu'il y en ait plusieurs des candidats? Non, je suis très partisan, très favorable à toutes les logiques de rassemblement et d'union. Et je me permets de vous faire observer que je l'ai toujours dit. En 2022, après les élections législatives, j'ai été bien seul d'ailleurs, un des premiers à dire qu'il fallait construire un rassemblement entre LR et la majorité présidentielle, qui nous aurait garanti une stabilité politique que nous regrettons aujourd'hui. Je l'ai redit en 2024. Donc je suis toujours favorable à une logique d'union et de rassemblement. La primaire, c'est la solution ? C'est un élément. J'ai entendu Gabriel Attal évoquer un comité de liaison. Il a d'ailleurs parfaitement raison. Ce matin, oui. D'ailleurs, il existe déjà ce comité de liaison. Je parle très régulièrement au président Larcher, à Bruno Retailleau, à Gabriel Attal, François Bayrou, à Hervé Marseille. Et nous parlons ensemble et nous avons une relation qui est une relation de confiance qui est en train de se construire. Ce que je crois essentiel. Est-ce que ce sera une primaire ? Moi, je ne crois pas à la primaire. Vous pourriez participer, vous, à une primaire ? Vous n'y croyez pas ? Moi, j'entends ceux qui en parlent. Je les écoute avec attention. Je ne vais pas commencer à leur dire jamais. Mais je n'ai pas créé Horizon pour déterminer à l'intérieur d'Horizon les conditions de désignation du candidat à la présidence de la République. Et je pense, voyez-vous, que ce qui intéresse les Français, ce ne sont pas les questions de tactique ou de process. C'est la question très simple de savoir comment est-ce qu'on fait une école qui fonctionne bien. C'est aussi une incarnation, Édouard Philippe. Aussi, oui. Et vous pourriez vous retrouver en janvier 2027 à être 3 candidats sur la ligne de départ. Je pense que ceux qui prospéreront sont ceux qui répondront aux questions des Français. Et je ne jouerai jamais avec l'avenir de mon pays. Ne comptez pas sur moi pour entrer dans une logique qui placerait les Français dans la situation terrifiante d'avoir à choisir entre M. Mélenchon et Mme Le Pen ou M. Bardella.
Et donc, je ne jouerai pas avec l'avenir de mon pays, mais je veux dire un certain nombre de choses au cours de l'élection présidentielle. Et les qui va sondages bientôt décideront commencer. qui sera le bon, c'est ça? Et on sera capable de discuter. Moi, je n'ai jamais été contre la discussion avec aucun responsable politique. On sera capable de discuter le moment venu pour que nous puissions faire prévaloir un bloc qui est un bloc républicain, qui croit à l'Europe, qui croit à l'économie de marché, qui pense que la France doit être puissante. Édouard Philippe, parce qu'on a entendu Gérald Darmanin dimanche soir dire jusqu'aux Républicains de gauche. Ou non, vous avez quand même un stop? Non, mais bien sûr qu'il faut parler à la gauche républicaine. J'ai beaucoup de respect pour beaucoup d'élus, pour beaucoup de femmes et d'hommes qui ont leur cœur qui bat dans cette gauche républicaine. Et je ne vais pas m'arrêter de leur parler. Et quand je dis que la première priorité du pays, c'est l'école, je suis assez sûr que de ce côté-là de l'échiquier politique, on m'entend et on me comprend. 2-3 questions d'actualité, parce que c'est vrai, comme vous n'avez pas parlé aux médias nationaux, vous avez fait votre campagne vraiment au Havre avec les médias locaux, et c'était un choix que vous avez fait. On ne vous a pas entendu parler de la guerre. Ça fait 25 jours que le monde est en guerre. Est-ce que vous soutenez cette offensive israélo-américaine? Est-ce qu'ils ont raison de taper le régime iranien, de taper le Hezbollah au Liban? Vous soutenez ce que font Trump et Benjamin Netanyahou? Non, je ne soutiens pas, je n'ai pas vocation à soutenir ce que fait M. Trump ou ce que fait M. Netanyahou. Ce que je constate, c'est que la situation qu'ils ont enclenchée contre un régime détestable, alors là, absolument détestable, nous conduit à une situation qui est à la fois dangereuse, c'est le moins qu'on puisse dire, et incertaine. Quels sont les objectifs qui ont présidé au déclenchement des opérations par M. Trump? Les connaissez-vous? Moi, je ne les connais pas. Je ne sais pas si c'est le changement du régime, la destruction de l'arsenal nucléaire iranien, dont Donald Trump disait lui-même qu'il avait été détruit lors des opérations précédentes. Est-ce que c'est une opération qui doit être courte ou qui va être longue? Je comprends que le président Trump imaginait que l'opération serait courte. Je constate qu'elle ne l'est pas. Je constate qu'elle commence à crisper, à tendre très fortement la situation avec des rassemblements militaires dans la région qui sont considérables. Je constate que cette situation commence à avoir des conséquences sur nous-mêmes. Je trouve la situation incertaine et très dangereuse. Justement, et très déstabilisante pour la totalité de la région. Et les conséquences pour nous-mêmes, Édouard Philippe. Le gazole a pris quasiment 50 centimes en 3 semaines. Est-ce que, si vous étiez au pouvoir aujourd'hui, vous auriez débloqué des aides pour les Français? Le gouvernement a parlé, je crois avoir entendu le ministre de l'économie parler d'un choc pétrolier. Un choc pétrolier, ça se prend au sérieux. Mon sentiment, c'est que nous n'avons pas les moyens d'une politique de chèque. Le quoi qu'il en coûte, nous n'en avons plus les moyens. Donc vous êtes sur la ligne de Sébastien Lecornu qui a encore redit aujourd'hui, il n'y aura pas de politique de chèque globale. Je pense que mais si nous étions riches, si nous avions un excédent budgétaire, si nous avions lutté contre nos propres déficits avec l'ardeur que j'avais utilisée entre 2017 et 2020, peut-être aurions-nous les marges de manœuvre pour le faire. Nous ne les avons pas. Et donc, je ne crois pas du tout à la politique du chèque où on arrose du sable. Donc, vous n'auriez pas fait, là? En revanche, peut-être que le gouvernement, mais c'est la responsabilité du gouvernement, peut-être que le gouvernement voudra imaginer quelques aides ciblées, efficaces, en fonction des besoins. Mais je ne crois pas à la politique de chèque général. Je n'y ai jamais cru, pour tout vous dire, et je pense qu'elle est, au fond, très contre-productive. Vous avez surpris, voire déboussolé beaucoup de Français et beaucoup de vos partisans dans votre camp, quand, à l'automne dernier, en pleine crise budgétaire, vous avez demandé à Emmanuel Macron de convoquer une présidentielle anticipée. Beaucoup y ont vu une trahison de votre part pour celui qui vous a nommé Premier ministre il y a 8 ans. Vous regrettez cette phrase? Non. D'abord parce que je n'ai pas l'habitude de regretter ce que je dis, parce qu'en général, je réfléchis avant de parler. Je peux parfois avoir des mots trop durs. Ça peut arriver, mais sur le fond, je ne regrette pas ce que j'ai dit. Tout le monde sait la nature des désaccords que j'ai pu avoir avec le président de la République, et tout le monde sait combien je critique la décision qu'il a prise en 2024 de dissoudre, ce qui a créé une instabilité politique dangereuse pour le pays et, à mon avis, nuisible pour les institutions. Je l'ai dit, je le pense encore. Cela dit, la nature de la relation que je peux entretenir avec le président de la République n'est pas totalement décisive. Ce qui est important, c'est la France. Or, aujourd'hui, la France est dans une situation, je le disais tout à l'heure, dangereuse et incertaine. Donc, je suis aussi capable de dire que le président de la République, dans son discours de Brest, par exemple, quand il a évoqué les choix à faire en matière de dissuasion nucléaire, a fait un remarquable discours et a fait des bons choix. Voilà. Quand ça va, je suis capable de le dire. Et quand de ça le va soutenir pas, complètement. Vous demandez des présidentielles anticipées. Et je suis aussi capable de dire ce que je pense quand je ne suis pas d'accord. Et là, vous demandez des présidentielles anticipées, par exemple? Et vous savez quoi, Mme Salamé? Je ne vais pas m'arrêter de dire exactement ce que je pense. Parce que tout à l'heure, vous m'avez posé la question de ma détermination. Ma détermination, ce n'est pas simplement de faire des grands gestes et des grands moulinets avec les bras pour essayer d'être élu président de la République. C'est de dire très exactement et en toute vérité ce que je crois nécessaire pour le pays. Et ce ne sera pas toujours agréable.
ce ne sera pas toujours facile. Parce que ceux qui rasent gratis, là, dans tous les sens, pour vous expliquer qu'on peut rester un pays prospère, un pays riche, un pays puissant, un pays qui défend ses intérêts, simplement en laissant aller les choses, vous mentent. C'est qui, eux ? Oh, alors là, la liste est longue. Et moi, je préfère me concentrer sur ce que je dirais aux Français, le moment venu, en matière d'école, en matière de justice, en matière de financement du modèle social, en matière de défense. C'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important. Vous avez parlé récemment à Emmanuel Macron. Il vous a félicité pour votre victoire ? Il m'a félicité de façon républicaine, comme je crois il est coutume que le président de la République félicite les élus qu'il connaît, et d'ailleurs même ceux qu'il ne connaît pas, en matière de... Il m'a félicité de façon très, très, très sympathique, et j'en ai été touché. Vous envoyez un SMS, quoi ? Non, il m'a appelé pour me féliciter. Bon. Donc vous vous parlez toujours ? Ah oui, mais je n'ai pas coutume de raconter ce que je dis au président de la République. Non, je ne vous demande pas. Je voulais savoir si vous... Mais il a effectivement, comme j'imagine beaucoup d'autres maires, il m'a appelé pour me féliciter. Et vous espérez qu'il vous soutiendra en 2027 ? Je pense que le principe démocratique, ça n'est pas que le président choisisse son successeur. C'est que les Français choisissent leur président. Mais vous pourriez espérer son soutien. J'espère le soutien d'un maximum de Français. Merci beaucoup, Édouard Philippe, de nous avoir accordé cette première interview de début de campagne présidentielle. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.